Les valeurs de l'entreprise, c'est notre façon d'être, qui nous ressemble et nous rassemble. Chez Cascade, elles sont principalement le reflet de nos valeurs familiales, forgées par la pratique, les décisions prises et l'attitude de tous ceux qui l'ont bâties. Elles sont composées, bien sûr, par notre héritage, par notre vécu et nos croyances. Les valeurs vivantes ne changent pas fondamentalement. Elles évoluent avec les générations et doivent être actualisées. Nos valeurs d'entreprise existent depuis plus de 50 ans. Lorsque le temps est venu d'en faire leur mise à jour, naturellement, nous avons choisi d'aller écouter nos employés, s'asseoir avec eux pour comprendre de quelle façon ils vivent au quotidien les valeurs de l'entreprise. Que ce soit des employés en provenance du Québec, de l'Ontario, de la Colombie-Britannique, de l'État de New York ou encore en Oregon, tous ont fait ressortir leur fierté de voir Cascade comme étant une compagnie différente. C'est pour refléter cette unicité que nous avons choisi d'aller avec de courts énoncés plutôt qu'avec de mots uniques. Le résultat est à notre image et nous sommes fiers de pouvoir les partager avec vous. Naturally respectful speaks to me very well. Being somebody of diversity, I find it that my environment makes me very comfortable because we all respect each other's ideas that we put out there. It makes the environment and the work environment very beautiful and comfortable. Définitivement, cœur au ventre. Ça vient me chercher plus parce que je pense que dans la vie de tous les jours, on ne peut pas être parfait. Des fois, il arrive des événements imprévus, mais on finit toujours par y arriver. De parler vrai, là, être réel et authentique, là, je crois que c'est le nerf de la guerre. Et quand je reviens, tu parles du cœur, tu parles de tes tripes. Les gens vont le comprendre et puis vont accepter, ils vont respecter nos décisions. I think for me, the one that really stands out is better together. To me, it encompasses a lot of the other values as well. All in all, we're working together and we're doing things together and learning from each other. We're going to be better together. We're going to be as successful Cascades. Les valeurs de notre entreprise, c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est quelque chose qui nous définit, c'est quelque chose qui nous guide, c'est la fondation de l'entreprise, dans le fond. Et on le vit aussi dans notre relationnel avec les employés, avec les fournisseurs, avec les clients. Donc, c'est extrêmement important. Quand on a un groupe de gens, quand on a des employés qui partagent, dans le fond, les mêmes désirs, les mêmes valeurs, ça fait un groupe qui est extrêmement difficile à arrêter. Ça fait un groupe extrêmement performant. Et donc, pour Cascade, ce que ça apporte, c'est une source de possibilités incroyable pour le développement de l'entreprise. Donc, les valeurs, c'est quelque chose d'unique et il faut les chérir et s'en inspirer pour l'entreprise. Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Cathy Micmacher et je suis coordinatrice des projets en accompagnement chez Evol. Nous avons déjà beaucoup de personnes qui sont présentes et je vous en remercie. Toute l'équipe d'Evol se joint à moi ce matin pour vous remercier de votre présence avec nous. Vous êtes inscrits donc au dîner-conférence « Prendre des décisions socio-économiques responsables » présenté en collaboration avec notre précieux partenaire Cascade. Ce midi, nous avons la chance d'avoir avec nous donc Salmata Ouedraogo, professeur titulaire à l'Université du Québec à Chicoutimi, pour vous présenter ce dîner-conférence « Prendre des décisions socio-économiques responsables ». Salmata Ouedraogo aura la chance de se présenter plus longuement dans les prochaines minutes, mais laissez-moi vous la présenter. Elle est titulaire d'un doctorat en économie appliquée à HEC Montréal, au programme conjoint de doctorat qui réunit les 4 autres grandes universités montréalaises. Elle est spécialisée en microéconomie du développement. Elle détient aussi un diplôme d'études approfondies en économie de l'environnement de l'Université de Ouagadougou au Burkina Faso. Depuis août 2008, Salmata est professeure-chercheur au département des sciences économiques et administratives de l'UQAC, où elle enseigne au baccalauréat, à la maîtrise et au doctorat. Dans le cadre de ses travaux et par passion avec ses collègues, elle s'est penchée sur des problématiques pratiques de développement telles que la pauvreté multidimensionnelle, le développement durable, l'économie sociale, le genre, la santé et l'éducation, tous applicables au contexte socio-économique du Québec et en région. Et juste avant de lui laisser la parole, j'aimerais vous informer de quelques détails logistiques associés à cette rencontre.
Donc, tout d'abord, les micros seront en mode discrétion afin de limiter les bruits ambiants et s'assurer de la meilleure qualité sonore possible. Il vous sera bien sûr possible de poser des questions dans le chat si vous le souhaitez. Ce dernier est accessible lorsque vous descendez le curseur en bas de l'écran, à droite de la barre qui s'affiche. Vous trouverez une bulle qui vous permettra d'accéder aux discussions. Par contre, dans un souci de permettre à la conférencière de livrer tout le contenu, nous répondrons seulement à la fin aux questions. La conférence devrait durer entre 1h et 1h15, ce qui devrait nous laisser environ 20 minutes pour les questions. Je dois aussi vous informer que la présente rencontre est enregistrée dans un objectif de rediffusion. Pour cette raison, si vous ne souhaitez pas être enregistré, nous vous invitons à fermer vos caméras en utilisant la même barre en bas de votre écran. Nous vous rassurons, notre conférencière sera mise en vedette et nous devrions voir uniquement cette dernière. De plus, nous respecterons le temps prévu de 1h30. Une fois l'enregistrement terminé, il sera possible de poursuivre la période de questions pour au moins 20 minutes au besoin. Donc, merci encore d'être présent avec nous et sans plus tarder, je laisse la parole à notre invité et je vous souhaite une bonne rencontre et je vous reparle plus tard pour la période de questions avec le mot de la fin. La parole est à toi, Salmata. Merci Cathy, bonjour à tout le monde, soyez les bienvenus pour ce midi conférence. Donc je pense que Cathy a tout dit sur moi, Salmata Ouedraogo. Je suis de Chicoutimi maintenant depuis 13 ans et mon parcours vous a été présenté et ça me fait vraiment plaisir d'être là avec vous en tant que professeur. Donc je m'excuse d'abord parce qu'en tant que professeur, je vais essayer du mieux que je puisse pour vulgariser ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Et Cathy a présenté mes intérêts de recherche. C'est vraiment les problématiques de pauvreté multidimensionnelle qui m'intéressent. Et quand on parle de cette pauvreté multidimensionnelle, vous devez voir le lien direct avec ce dont on va parler aujourd'hui. Parce qu'on voit bien que l'émergence de cette notion de développement durable découle du fait que nos méthodes de production, nos méthodes d'estimation de la prospérité des pays ont été remises en question. Donc, on reviendra là-dessus pour montrer que la pauvreté, elle émerge de là. Et on a dit pauvreté multidimensionnelle pour montrer aussi que la pauvreté, elle peut être monétaire et elle peut surtout être non monétaire. Et nos actions, nos engagements en développement durable peuvent nous aider à pallier les effets négatifs de cette pauvreté multidimensionnelle. Donc, je suis très heureuse d'être là et je vous remercie d'être là avec nous. Et là, il y a 2 semaines, 3 semaines, il y a eu déjà 2 premières conférences sur l'entreprise, présentées toujours par Evol, sur l'entreprise socialement responsable et la prise en compte de l'environnement. Donc, bien que les différents domaines ou les différents aspects ou dimensions du développement durable soient indissociable, c'est important de noter ce mot indissociable parce qu'on va voir que tous les petits gestes que vous allez poser en tant qu'entreprise, en tant que consommateur, en tant qu'acteur dans cette société, tout petit acte que vous allez poser, vous allez vous rendre compte qu'il y aura un effet sur ce dont on va parler aujourd'hui. Donc, on va s'intéresser spécifiquement à la dimension économique. Mais j'ai l'habitude de dire à mes étudiants que l'économie, ce n'est pas que des chiffres. Ce n'est pas que des chiffres parce qu'au-delà des chiffres, il faut voir qu'il y a des individus, il y a des humains. Et le développement durable ou les notions de développement durable viennent nous rappeler cela. Donc, je vais m'attarder un peu sur c'est quoi les avantages, c'est quoi surtout les défis pour une organisation, pour une entreprise. Vous allez voir que je vais sauter organisation, entreprise, parce qu'en tant qu'économiste, la notion d'entreprise nous rappelle de mauvais souvenirs. On pense qu'entreprise égale à maximiser le profit. On pense qu'entreprise égale à seulement rentabilité financière. Moi, je préfère la notion d'organisation parce que cette notion d'organisation englobe tout le monde. Parce que vous allez voir aujourd'hui plus d'organisation hybride. Donc, pour dire que dans cette hybridation, on va faire ressortir les notions de développement durable. Donc, si je reviens, c'est les défis. Et surtout, comment, en tant qu'entreprise, en tant qu'organisation, et surtout en tant que petite, moyenne organisation ou très petite entreprise, comment je peux opérationnaliser le développement durable. Et ça me rapporte quoi d'opérationnaliser
cette notion de développement durable. Donc, on pense en général, même en tant que consommateur, en tant qu'agent économique, en tant qu'investisseur, en tant qu'entreprise, tout type d'entreprise, on se dit, c'est fastidieux, cette notion de développement durable. C'est onéreux, cette notion de développement durable. Mais je veux qu'on retienne que pour tout un chacun, qu'on soit entreprise, qu'on soit consommateur, qu'on soit citoyen, c'est un investissement rentable et on n'a plus le choix, c'est un fait. Donc, avant d'aller plus loin, je vais tout simplement vous donner le menu de ce midi. Bon appétit à tous. Donc, on va faire un retour sur le développement durable et revenir sur les notions d'objectifs du développement durable. On va voir surtout, je vais m'attarder beaucoup sur les paradoxes. C'est quoi un paradoxe? Et on va revenir pour voir les paradoxes de ce développement durable. On va terminer sur une note positive en parlant des nouveaux horizons pour les entreprises et pour les organisations. Et je peux vous dire que la vidéo présentée au début de Cascade résume parfaitement bien ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Et on pouvait même laisser juste la vidéo et j'allais commenter parce que ça reflète exactement ce que je vais présenter. Mais d'entrée de jeu, je veux tout simplement vous montrer que le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, c'est un monde de parties prenantes. C'est un monde d'acteurs qui se dit qu'il a le droit de donner son point de vue, aussi bien sur l'organisation, aussi bien sur l'entreprise, surtout sur les actes de l'entreprise. Donc, l'entreprise aujourd'hui ou l'organisation aujourd'hui est confrontée à des pressions. Et ces pressions sont exercées aussi bien par les actionnaires, les salariés, les consommateurs, les ONG, le gouvernement avec les règles, les cadres réglementaires et surtout par les groupes de pression, parce qu'on parle aujourd'hui de notion d'acceptabilité sociale. Donc, en tant qu'entreprise ou en tant qu'organisation, on n'a pas le choix de tenir compte de ces pressions, de tenir compte des demandes qui peuvent souvent être contradictoires. C'est pour cela que je vous parle de paradoxe, parce que la multitude de parties prenantes, l'actionnaire, ce qu'il veut dans une entreprise, ce n'est pas du tout ce que peut-être le consommateur veut, ce n'est pas ce que l'actionnaire veut, et surtout, il se peut que ce ne soit pas ce que le gouvernement veut. Mais pour aller plus loin, un retour sur ces objectifs du développement durable ou sur le développement durable, il faut voir aujourd'hui que intégrer cette notion de développement durable dans le management de l'organisation devient complexe parce que je vous parlais tantôt de la multiplication et de la multiplicité des exigences qui sont demandées par le fait qu'on a des parties prenantes qui sont énormes, qui sont multiples. Donc aujourd'hui, on va dire à la fois pour l'organisation, pour l'entreprise, elle doit arriver à concilier les exigences environnementales, sociales, économiques et culturelles. Cette notion de culture a été introduite à la révision de cette notion de développement durable. Quand on a fait Rio+20, on s'est rendu compte que la définition qu'on donnait du développement durable était une définition qui se basait surtout sur les besoins physiques des individus. Et cette définition la plus courante qu'on connaît tous, c'est celle qui a été mise en avant par le rapport de Portland en 1987. Et elle nous dit, tout le monde connaît, même les enfants à l'école primaire connaissent cette définition qui nous dit que le développement durable, c'est un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs. Donc, on voit très, très bien, on ne s'intéresse qu'aux besoins physiques de l'humain. Donc, répondre à nos besoins physiques sans compromettre les besoins des générations futures. Et dans cette définition, on disait qu'il y a 3 dimensions importantes à considérer, la dimension sociale, la dimension économique, la dimension environnementale. Donc, on a l'impression que c'est une prescription. C'est quoi le social? C'est quoi l'économique? C'est quoi l'environnemental? On reviendra là-dessus. Mais les critiques ont fusé parce que les critiques, comme je le vous disais tantôt, les critiques disaient que cette définition ne faisait ressortir que les besoins physiques des individus. Où est-ce qu'on met en général les besoins immatériels comme la culture? Les besoins immatériels, par exemple, comme la qualité de vie, comme mon bonheur. Où est-ce qu'on met ces différents éléments? Et moi, j'adore bien la définition qui a été mise en avant par la francophonie, l'Organisation internationale de la francophonie. Vous voyez très bien, je l'écris là pour qu'on prenne le temps de le lire
et pour voir tout ce que c'est la définition la plus complète. Parce qu'elle nous dit quoi? Elle nous dit que le développement durable est une démarche qui vise l'amélioration continue de la qualité de vie des citoyens par la prise en compte du caractère indissociable des dimensions environnementales, sociales, économiques et culturelles du développement durable dans une perspective d'équité intra- et intergénérationnelle. Donc, on pense à nous, on pense aux autres, donc on ne parle pas d'égalité, on parle d'équité. Donc, quand on parle d'équité, on va se rendre compte que c'est un jugement de valeur, c'est des normes. Donc, l'équité, pour moi, il se peut que ça ne soit pas l'équité pour Angélica ou que ça ne soit pas l'équité pour Cathy. Donc, c'est des éléments. Donc, on voit très bien que pour la francophonie, elle est plus complète parce qu'elle parle de notion d'équité, elle parle de notion de qualité de vie. Donc, on vient compléter la définition mise en avant par l'Organisation des Nations Unies, par le rapport Portland, qui parle plus des besoins matériels. La recherche scientifique aussi sert beaucoup à donner, à nous trouver des définitions. Mais ce qu'on peut remarquer, cette recherche scientifique s'est inspirée du rapport de Portland et on nous dit tout simplement que c'est l'appariement de la prospérité économique, la justice sociale et la qualité de l'environnement. Donc, vous allez vous rendre compte qu'au départ, quand je vous disais que la prospérité des pays, on se basait seulement sur le quantitatif, c'est-à-dire sur le produit intérieur brut, sur la richesse, on s'est rendu compte après que oui, on peut avoir une prospérité, on peut avoir une richesse monétaire, mais malheureusement, les effets négatifs de cette façon de fonctionner amènent des inégalités, amènent une pauvreté non monétaire. Donc, les réflexions nous ont amenés dans la définition de développement durable, la définition de prise en compte des inégalités, des effets de nos actions sur l'environnement aussi. Donc, il y a eu beaucoup d'avancées sur cette notion de développement durable et on dit en général une image vaut 1000 mots. Quand j'ai vu cette première page de la revue de la francophonie, ça m'a inspiré pour la présentation d'aujourd'hui parce qu'on nous dit le programme de développement durable à l'horizon 2030, enjeux et défis de mise en œuvre. Donc, en tant qu'entreprise, cette phrase, vous devez la retenir. Enjeux et défis. Pourquoi on parle d'enjeux et de défis? C'est parce que tout simplement, on nous parle de développement durable, on l'a défini, on dit qu'on veut tenir compte des besoins matériels, des besoins immatériels. Donc, il y a des avancées qui nous amènent, qui incluent les besoins immatériels, mais vous allez vous rendre compte que c'est une construction complexe. Bien qu'elle soit complexe, elle vient changer toutes nos approches opérationnelles. Donc, quand on est dans une entreprise, on n'a pas le choix que d'opérationnaliser ou de prendre en compte ces notions de développement durable. Mais si on regarde bien, on nous parle d'enjeux et de défis. Pourquoi on parle d'enjeux et de défis? Parce que vous allez vous rendre compte que si vous regardez cette image, vous allez voir qu'on a les 17 objectifs du développement durable, mais ce qu'on oublie souvent de nous dire, il y a 169 cibles qu'il faut atteindre dans cette notion de développement durable. Et si on voit très bien, c'est un défi énorme parce que les domaines qu'on nous présente ici, c'est des domaines qui sont macroéconomiques. Donc, si on regarde bien, sur le plan macroéconomique, on a des objectifs. On nous parle de social, donc on voit très bien ce tableau mis en avant par la francophonie pour montrer, classer les dimensions. Donc, on voit très bien population, économie. Donc, si vous suivez la partie droite de l'écran sur l'économie, vous allez vous rendre compte qu'on nous parle d'objectifs macroéconomiques. On nous dit promouvoir la croissance économique, on nous parle de bâtir des infrastructures résilientes, on nous parle de réduire les inégalités. Donc, on voit que pour le domaine économique, on a 8 jusqu'à 12, les objectifs 8 à 12. Mais je vous le dis, tout ce qui est là, que ce soit l'objectif 1 jusqu'à l'objectif 17, c'est indissociable. Mais en tant qu'entreprise, sur le plan microéconomique, c'est quoi les actions que je dois mener pour avoir un effet sur cette prospérité ou cette économie? Donc, si vous voyez bien, je vais nous amener à nous poser la question, en tant qu'entreprise, si je vais avoir un impact
sur, par exemple, la croissance économique, si je vais avoir un impact sur bâtir des infrastructures résilientes, si je vais avoir un impact sur les inégalités, qu'est-ce que je dois faire? Donc, l'entreprise doit penser d'abord, moi, en tant qu'organisation, comment planifier mes affaires et pouvoir avoir un effet dans la société. Et cet effet peut être environnemental, cet effet peut être social, cet effet peut être économique, cet effet peut être culturel. Donc, pour l'entreprise, c'est se dire, c'est quoi mes actions? Quelle production responsable je peux mettre en place? Quelle consommation responsable je peux mettre en place? Est-ce que j'ai une viabilité économique pour pouvoir faire cela? Quel investissement responsable je peux mettre en place? Comment je dois gérer mes ressources humaines? Donc, quand on voyait la vidéo de Cascade, on voit comment les ressources humaines se sentaient bien, se sentaient prises en considération. Donc, on va se rendre compte qu'il y aura un effet direct sur la performance de l'entreprise. Donc, en tant qu'entreprise, est-ce que je dois être une entreprise ayant un idéal sociétal? Est-ce que je dois avoir une organisation responsable? Est-ce que je dois mettre en place une amélioration continue de tout ce que je mets en place dans l'organisation? Donc, quand je reviens là, je parlais d'enjeux et de défis parce que quoi? Multitude d'objectifs macroéconomiques, 169 cibles, et on voit ces objectifs sont indissociables, sont interreliés, sont interconnectés. Donc, tout simplement pour dire qu'en tant qu'entreprise, pour avoir une démarche de développement durable, ne culpabilisez pas, il y a plusieurs chemins pour y parvenir. Et pour les économistes, on va vous dire, il faut faire des choix optimaux. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va m'amener un avantage en tant qu'entreprise si je décide d'intégrer ou de parler de développement durable dans mon organisation. Donc, si on regarde très, très bien, pour arriver à prendre la pleine mesure des enjeux économiques dans un contexte de développement durable, j'ai simplifié l'analyse. Et je veux vous dire tout simplement qu'on va essayer de dire comment, en tant qu'entreprise, je peux concilier la performance de mon entreprise et le développement durable. Donc, vous voyez, j'ai fait exprès, j'ai mis performance. Je pouvais mettre profit, mais je suis contre cette notion de profit parce que l'entreprise aujourd'hui va au-delà du profit. L'entreprise aujourd'hui parle de performance et on va voir performance globale, on va voir création de valeur partagée quand on parle de cette notion de performance de l'entreprise. Mais la grande question, comment je peux arriver à concilier performance financière, je simplifie en mettant performance financière et surtout ma performance sociale. Donc, si vous regardez ce schéma, j'ai mis les flèches vont dans les deux sens pour montrer qu'il y a un lien entre la performance de l'entreprise, la démarche de développement durable et inversement, une démarche de développement durable va avoir un effet sur la performance de l'entreprise. Donc, pour vous, mettez-vous au milieu et commencez à réfléchir dans votre organisation comment vous allez concilier les deux. Et les économistes vont vous dire, on a tout simplement un problème allocatif. On doit choisir des actions qui nous permettent de faire du développement durable ou d'avoir une démarche de développement durable. Donc, vous voyez, la démarche de développement durable, elle est englobante parce qu'elle veut tout simplement dire comment je peux arriver à intégrer le développement durable dans mon modèle d'affaires d'entreprise, comment stratégiquement je peux mettre le développement durable dans toutes mes actions, dans ma vision, dans ma mission, dans mon opérationnalisation, mais cette démarche, quel est son effet sur ma performance? Ça, c'est des éléments très, très importants. Et on va voir aussi que cette démarche, on dit souvent aux entreprises, vous devez avoir une pratique de gestion éco-responsable. Vous devez répondre à un enjeu social. Vous devez respecter l'environnement. Donc, si vous voyez bien, on est en train de parler de l'aspect économique, mais sachez que tous les autres aspects ont un effet sur cet aspect économique, si on prend que ce soit microéconomique ou macroéconomiquement parlant. Donc, l'entreprise vise d'abord une performance, ça c'est important, c'est son objectif premier. Donc, est-ce qu'il y a la compatibilité? Donc, la principale question, et pour moi, c'est une question existentielle pour l'entreprise, est-ce qu'une démarche de développement durable influence positivement
ou négativement ma performance et je peux me poser la question pourquoi je vais m'engager en démarche de développement durable, mais vous allez vous rendre compte que dans la réalité, on va se retrouver avec, l'entreprise va se poser cette question. Pourquoi je vais m'engager en démarche de développement durable? Qu'est-ce que ça me rapporte? On peut avoir 3 types de comportements. On va avoir des entreprises qui vont être éco-défensives, donc qui vont percevoir le développement durable ou les normes ou les mesures qui sont mises en place comme des contraintes. Certaines entreprises, surtout les multinationales, elles vont essayer d'influencer les pouvoirs publics mis en place pour fournir le moindre effort nécessaire. Donc, on voit que des études ont montré, par exemple, aux États-Unis, que certaines entreprises cotées en bourse étaient plus éco-défensives. Elles vont essayer d'influencer les cadres réglementaires et surtout, même s'il y a des cadres réglementaires, elles vont choisir de payer la pénalité. Par exemple, de ne pas respecter les normes environnementales, payer la pénalité parce qu'elle est faible, cette pénalité, et de continuer de fonctionner. On peut avoir aussi des entreprises qui vont être éco-conformes. Elles vont se mettre en conformité avec la réglementation environnementale aussi, sans chercher à l'excéder. Et on va avoir des entreprises qu'on va appeler des entreprises éco-sensibles. Elles vont intégrer les règles environnementales dans leurs activités. Mais si vous regardez bien ce qui est intéressant et ce qui est positif aujourd'hui, le constat général, la majorité des entreprises savent très bien, elles n'ont pas le choix. La prise en compte des dimensions du développement durable est un fait, on peut même dire une obligation, parce que l'entreprise voit qu'il y a un effet avec sa performance à court terme, son développement à long terme. Et on peut se poser la question, pourquoi on a différents types d'entreprises? Parce qu'à chaque moment, les entreprises vont se poser la question, pourquoi intégrer ce développement durable? Pourquoi intégrer? Parce que si je l'intègre, je dois me poser la question, c'est quoi le lien avec ma performance en général? Donc, dans ce cas, l'entreprise va se dire, je suis devant un dilemme. Qu'est-ce qu'il faut choisir? Mais ce n'est pas un dilemme. Ce n'est pas un dilemme. C'est pour cela que je parle de paradoxe. Et la notion de paradoxe, c'est pour vous dire, il y a des éléments qu'on pense contradictoires, mais ces éléments sont interreliés. Ces éléments existent simultanément et vont persister dans le temps. Donc, pour voir que le développement durable ou la démarche de développement durable, elle est là. Vous cherchez la performance de l'entreprise, prenons le profit, la recherche de profit. C'est logique. L'entreprise n'a pas le choix. Même si elle est une construction de la société, il faut qu'elle cherche du profit. De l'autre côté, si on prend le développement durable, oui, on est dans un monde de parties prenantes où on a des pressions. On nous demande d'avoir des démarches de développement durable. Donc, aujourd'hui, on fait se dire, le paradoxe est là, mais vous n'avez plus à vous demander quel élément privilégier. Vous devez traiter les deux. Est-ce paradoxal? À mon humble avis, ce n'est pas du tout paradoxal parce que, de mon point de vue, j'épouse le courant de pensée qui fait ressortir le fait qu'il y a un lien positif entre le développement durable ou entre la démarche de développement durable et la performance financière de l'entreprise. Mais la science, il y a toujours un débat. Le consensus est difficile à trouver dans la science, donc on va avoir des scientifiques ou des chercheurs ou même des groupes qui vont dire non, si l'entreprise n'a pas les compétences pour parler de développement durable, l'entreprise n'a pas les compétences pour intégrer les démarches de développement durable. Si l'entreprise essaie de le faire, c'est dispendieux et on va avoir un effet négatif sur sa performance financière. Ça va venir diminuer, bien sûr, son profit ou diminuer sa rentabilité ou même sa compétitivité. Donc, si vous voyez bien, nous sommes là à midi. Si on essaie de faire un sondage, on va voir, il y a des gens qui vont épouser l'idée de lien négatif parce que c'est dispendieux. Est-ce que j'ai les ressources? Si je suis une petite entreprise, une petite et moyenne entreprise, est-ce que j'ai les ressources? Est-ce que j'ai les compétences nécessaires pour pouvoir intégrer? Est-ce que j'ai le temps? Est-ce que je n'ai pas beaucoup de contraintes? Est-ce que je peux avoir de l'accompagnement? Mais on se rend compte que la multiplicité des parties prenantes font qu'on n'a plus le choix. Cette tension entre performance et intégration du développement durable, vous devez
le faire. Et il faut tout mettre en œuvre pour satisfaire les demandes des parties prenantes, même si ces demandes peuvent souvent être des demandes contradictoires, c'est des demandes qui vont être liées. C'est pour cela que je fais sortir la notion de paradoxe dans cette notion de développement durable. Et soyez-en sûrs, beaucoup de recherches sont faites en gestion sur comment gérer les tensions qui peuvent exister entre cette conciliation qu'on cherche, développement durable et performance financière. Oui, est-ce qu'il y a quelqu'un? Il y a une question? Donc, les questions, vous pouvez les mettre dans le chat. Je vais répondre à tout à la fin. Donc, la thèse du lien négatif voit que les entreprises stipule que les entreprises, au lieu de mettre toutes leurs ressources à aller chercher une performance financière, elles vont tout simplement utiliser ces ressources pour aller intégrer les notions de développement durable ou des politiques de développement durable. Donc, c'est des coûts supplémentaires qui vont venir diminuer les profits. Mais de l'autre côté, c'est la thèse dominante maintenant, lien positif entre développement durable et performance financière. Parce que ce lien stipule tout simplement que ce n'est pas incompatible. Et moi, je suis parfaitement d'accord avec ces chercheurs ou ces liens ou cette façon de penser. Ce n'est pas incompatible de concilier compétitivité, performance, tout ce que, ou profit avec des considérations de développement durable. On va le montrer tantôt, des faits stylisés ou la réalité des faits où on a vu des entreprises. Et Cascade est un exemple dans toute la littérature que j'ai lue au Québec. On va voir que les entreprises sont classées et on montre que Cascade est un cas inspirant pour la prise en compte des mesures ou prise en compte d'une démarche de développement durable. Parce que l'entreprise devient compétitive, l'entreprise protège l'environnement et l'entreprise va surtout avoir une performance à long terme. Donc, en intégrant les dimensions sociales, environnementales, économiques, culturelles, on peut se dire, on fait un bon choix qui profite surtout à l'entreprise et qui profite aussi à la société dans son ensemble. Donc, j'aimerais m'attarder un peu sur la performance. Je parlais de performance de l'entreprise, mais de quelle performance on parle? Si vous demandez à un comptable la performance financière de l'entreprise, le comptable va tout simplement vous dire que quand je vous parle de cette performance financière, c'est le profit de l'entreprise, c'est la santé financière de l'entreprise, c'est son degré de viabilité à moyen et à long terme, c'est sa capacité de créer de la valeur, de contribuer à la croissance économique. Donc, pour le comptable, et surtout d'arriver à rémunérer toutes les parties prenantes. Donc, le comptable va tout simplement vous dire, cette performance dont je vous parle, c'est si vous êtes performant, vous avez une santé financière. Si vous n'êtes pas performant, c'est que votre santé financière est faible. Et on peut aller plus loin. Pour le consommateur va vous dire, de toutes les façons, l'entreprise est performante, mais moi, en tant que consommateur, je veux qu'elle réponde à ma demande à un prix optimal. Et ce prix optimal, c'est celui qui dépend de mon pouvoir d'achat. Et en plus, on va continuer à dire, l'entreprise, elle est performante parce que tout simplement, elle permet d'améliorer le bien-être de la collectivité ou de la société dans laquelle elle est. Pourquoi? Parce qu'elle paye de l'impôt. Donc, on voit, cette performance financière, elle est là. Et moi, je vais au-delà de cette performance financière en disant, aujourd'hui, on ne parle pas de performance financière. On parle d'une performance qui est un concept complexe et surtout un complexe multidimensionnel qui va intégrer différentes dimensions et surtout différents indicateurs. Vous êtes dans des entreprises, vous êtes des entrepreneurs, vous êtes plus pragmatiques que moi parce que vous vivez cette réalité et vous allez vous rendre compte que ce n'est pas seulement le profit. C'est une affaire souvent de perception et tous les acteurs ou toutes les parties prenantes n'ont pas souvent la même perception de cette notion de performance. Mais aujourd'hui, on parle plus de performance globale de l'entreprise. Et dans cette notion de performance globale, on va se rendre compte qu'on va définir cette performance globale comme l'agrégation des performances économiques, des performances sociales, environnementales et surtout culturelles de l'entreprise. Et c'est bien que cette notion de performance globale soit mise en avant
parce qu'elle nous permet de voir que les entreprises aujourd'hui cherchent cette performance globale. Et on va plus loin en parlant d'un concept plus novateur où on va nous dire non, l'entreprise, si elle cherche une performance, elle doit être un acteur de création de valeur partagée. Et cette notion a été inventée dans les années 2000 par Porter et Grammer, des chercheurs qui ont mis l'emphase là-dessus, même si c'est critiqué aujourd'hui en disant que la création de valeur partagée, c'est plus pour des entreprises de grande taille. Les entreprises de petite taille le font aussi parce que cette notion de création de valeur partagée nous dit quoi? Toute organisation ou toute entreprise doit être en rupture avec la notion de base où on dit que l'entreprise vit seulement pour rémunérer les actionnaires, pour augmenter la valeur actionnariale. Parce qu'aujourd'hui, l'entreprise, ce n'est pas seulement, à partir du moment où même les actionnaires demandent souvent ou exigent à l'entreprise d'avoir une démarche de développement durable ou d'intégrer des notions de développement durable. Donc, si on voit très bien, on va voir que cette notion de création de valeur partagée, on peut la mettre dans notre graphique ici et puis dire, au lieu de performance de l'entreprise, on va mettre création de valeur partagée. Et cette notion de création de valeur partagée est en cohérence avec les stratégies que les entreprises mettent aujourd'hui parce qu'on voit que les entreprises, la majorité des entreprises sont des entreprises qui vont être des entreprises socialement responsables. Et vous voyez, quand on parle de socialement responsable, c'est mettre en place des actions pour répondre à un enjeu spécifique du développement durable. On va se rendre compte que la majorité des entreprises mettent en place des actions, même si souvent elles ne divulguent pas cette information, elles mettent en place des actions. Donc, si on regarde tous ces éléments, en tant qu'entreprise, je me dis, les objectifs financiers de mon entreprise sont-ils incompatibles? Donc, voilà là notre paradoxe. Et mon collègue Claude Villeneuve, qui a beaucoup travaillé sur les notions de développement durable depuis les années 90, il vous dirait tout simplement, en tant qu'entreprise, on ne peut pas avoir, on ne peut pas, si on n'a pas d'ailes, si on n'a pas de racines, on ne peut pas avoir des ailes. Donc, si vous vous posez la question, les objectifs financiers sont-ils incompatibles avec le développement durable? Ma réponse, elle est immédiate. Non. La création de valeur partagée ou la création de valeur sociale ou la création de performances et le développement durable sont intimement liés et sont surtout indissociables. Donc, quand mon collègue Claude Villeneuve dit que tu ne peux pas avoir des ailes avant d'avoir des racines, je vous dis simplement, une entreprise sans performance financière ne peut pas faire du social. Mais on sait que le social vient augmenter ou peut augmenter la performance financière des entreprises. Une étude a été faite aux États-Unis sur les entreprises cotées en bourse. Donc, il y a beaucoup d'études. Si vous cherchez sur impact socio-économique des entreprises ou la prise en compte économique du développement durable, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas beaucoup d'études là-dessus parce qu'on voit que l'objectif final, c'est pouvoir augmenter la performance financière. Donc, toutes les actions qui sont mises en place, que ce soit au niveau environnemental ou au niveau social, ça nous ramène sur l'impact économique ou la performance financière. Donc, si je reviens à l'exemple aux États-Unis, on va se rendre compte que la divulgation de l'information sur notre démarche de développement durable est obligatoire aux États-Unis. Cette divulgation n'est pas encore obligatoire au Canada. Donc, aux États-Unis, étant donné que c'est obligatoire, les entreprises cotées en bourse sont pressées de divulguer cette information de toutes les démarches et de toutes les actions en développement durable qu'elles ont mises en place. Et des études ont montré que plus elles divulguent cette information, plus ça augmente leur performance financière. Donc, on voit que faire une démarche et surtout divulguer, on reviendra sur divulguer l'information. Donc, divulguer l'information, ça vient augmenter notre performance financière. Donc, on peut revenir à, si on n'a pas de racine, on ne peut pas voler. Donc, la racine, c'est trouver d'abord la performance financière et par la suite, on pourra voir qu'est-ce qu'on peut faire pour la performance sociale. Même si c'est de petits gestes, on dit souvent, il faut de petites gouttes d'eau pour former la mer. Donc, même si c'est de petits gestes. Et
maintenant, on doit parler de performance globale. Au lieu de juste parler de performance financière, même si l'entreprise cherche la performance financière, elle inclut cette notion de performance globale. Donc, pour revenir, pour vous dire aussi que gérer une entreprise aujourd'hui, je vous le dis clairement, je n'aimerais pas être à votre place parce que gérer une entreprise aujourd'hui ou une organisation implique nécessairement et implique obligatoirement la prise en compte des notions ou des démarches de développement durable. Et les choix que vous allez faire vont avoir un impact sur votre modèle de gestion, vos modes de gestion, vos principes de gestion et surtout sur tous les mécanismes de l'entreprise. Et on le voit, je vous parlais de monde de parties prenantes. Aujourd'hui, on a beaucoup d'acteurs qui interagissent. On a des collaborateurs, on a des fournisseurs, on a des clients, je les avais cités, on a les syndicats, on a les groupes de pression. Donc, gérer l'entreprise aujourd'hui, la prise de décision n'est plus simplement on cherche du profit. Non, les employés ont un rôle à jouer et donnent leur point de vue. Les actionnaires ont un rôle à jouer, donnent leur point de vue. Et les groupes de pression nous disent aujourd'hui l'entreprise doit avoir des valeurs de transparence. L'entreprise doit avoir des valeurs d'inclusion, d'équité, d'imputabilité, de bien commun, de solidarité. Donc, si vous regardez bien, quelle liste de sources de tension, quel grand programme, on peut le dire. Et il y a des moments, on va voir que ces tensions sont amplifiées parce que par les réseaux sociaux, par Internet, on peut tout simplement avoir toutes les informations sur les actes que les entreprises posent. Ça peut être positif comme ça peut être négatif. Donc, en tant qu'entreprise, en tant que gestionnaire d'entreprise, on doit tenir compte de ces sources de tension. Ces sources de tension et se dire, ce n'est pas indissociable. Ces sources de tension, on doit les intégrer dans l'organisation. Et quand je parle de sources de tension ou de multiplicité des parties prenantes, c'est parce qu'on se rend compte que quand on est investisseur ou quand on est actionnaire, on veut maximiser son investissement, ses profits. Quand on est consommateur, on veut un bien de qualité, accessible facilement et à moindre prix. Quand on est collectivité, on veut des entreprises qui vont être des entreprises citoyennes, des entreprises respectueuses de l'environnement, des entreprises à impact social. Quand on est salarié, on veut une entreprise humaine, on veut un environnement de travail agréable. Je veux surtout avoir mon salaire à la fin du mois. Quand on est gouvernement, on veut que l'entreprise puisse payer les impôts, puisse respecter les cadres réglementaires. Quand on est groupe de pression, on a une pression précise et on veut que l'entreprise joue un rôle très important. En tant qu'entreprise, je peux me poser la question, comment faire pour satisfaire toutes ces demandes? Comment faire pour pouvoir concilier toutes ces demandes? Et je peux me dire, c'est un vaste programme. Et j'insiste, de petits gestes permettent de répondre à ces demandes malgré les bonnes intentions qu'on a. Vous allez vous rendre compte que traduire toutes ces demandes en action ou les opérationnaliser, ça va constituer un défi énorme. Donc, quand on regardait l'image de la francophonie, enjeu et défi. Donc, c'est un défi énorme. Et surtout, quand on est une petite et moyenne entreprise, il y a des avantages comme il y a des inconvénients. Mais même les grandes entreprises, on va voir que ce n'est pas juste avoir une performance financière qui nous permet de traduire cela en action ou en stratégie de développement durable. Ça va être très, très difficile. Mais en tant qu'entreprise, je peux me poser la question, par où commencer? Ça, c'est des éléments de réflexion que j'ai eu à mener. Et quand j'écoutais la publicité de Cascade, exactement, ça répondait à mes interrogations. Donc, on va très, très bien par où commencer. Pour moi, toute entreprise, qu'elle soit petite ou grande, tout type d'entreprise doit intégrer sa démarche de développement durable, doit commencer par l'énoncer dans la mission, la vision et les valeurs de l'entreprise. Ça doit être le baromètre ou ça doit être le thermomètre qui va mesurer l'engagement de l'organisation et surtout et montrer aux parties prenantes que l'entreprise s'est engagée. Et quand je dis partie prenante, c'est tous les acteurs qui interagissent avec l'organisation. Le défi aussi est là. Qui est partie prenante importante? Je vais revenir à la divulgation de l'information et vous dire, il faut faire des choix.
Vous ne pouvez pas satisfaire tout le monde dans la société. Donc, à un moment, il faut hiérarchiser les parties prenantes et surtout, ce baromètre que nous, on veut mettre en avant, cette mission qu'on met, il faut qu'elle réponde aux attentes des parties prenantes, il faut qu'elle réponde de quelle partie prenante. Donc, vous devez cartographier vos parties prenantes et prioriser les parties prenantes. Et deuxième point, vous devez impliquer les parties prenantes. Quand on est une petite, moyenne entreprise, c'est facile parce qu'en général, les parties prenantes sont facilement accessibles, sont proches de nous. Donc, ça peut être facile de pouvoir le faire. Et aussi, dans la société aujourd'hui, on va se rendre compte qu'il y a beaucoup d'entreprises, il y a beaucoup d'organisations qui peuvent nous accompagner parce que c'est des organisations qui sont spécialisées, qui peuvent nous conseiller pour dire comment intégrer notre démarche de développement durable dans notre mission, dans notre vision, dans la valeur de l'entreprise. Ça, c'est important. Mais il faut commencer par là. Il y a des entreprises qui émergent, dont l'objectif premier, c'est des aspects environnementaux à respecter, c'est des normes humaines. Pour elles, ça peut être encore plus facile parce que cela est déjà intégré dans la vision mission de l'organisation. Mais si on est une entreprise dont la vision première n'est pas cela, on doit revoir quelle stratégie adopter pour pouvoir intégrer ces différents éléments. Mais c'est très important, il faut d'entrée de jeu mentionner que l'entreprise veut et peut intégrer le développement durable. Et aussi, il faut qu'en tant que gestionnaire, vous sachiez que intégrer la démarche de développement durable, c'est à des degrés très, très, très variables. Ça, c'est important. Si vous vous levez un bon matin, vous dites, OK, nous, on veut être une entreprise verte, ça peut être très, très difficile pour vous, ça peut être dispendieux et avez-vous les compétences, avez-vous les ressources nécessaires? C'est de grandes questions auxquelles vous devez vous poser. Même si, aussi, on va se dire, la valeur de l'entreprise, c'est des conceptions centrales, c'est ce qui est désirable, c'est ce qui est estimable, mais ça doit guider vos choix et vous devez intégrer cela. Donc, et je disais, ça favorise facilement pour les entreprises qui ont ça comme idée de base, mais celles qui n'ont pas, ce n'est pas difficile. On peut trouver des conseils, on peut trouver de l'accompagnement, on peut même trouver des subventions pour nous accompagner dans notre démarche de développement durable ou d'intégration du développement durable. Deuxième élément, il faut impliquer les parties prenantes. On n'a pas le choix. Ces parties prenantes ont un rôle à jouer, définissent aussi la valeur. Et quand je dis intégrer les parties prenantes, vous allez me dire aussi c'est qui la partie prenante la plus importante. Donc, faut prioriser et dire, voilà, si c'est l'actionnaire, si c'est le consommateur, si c'est un consommateur de proximité, si c'est des sous-traitants de proximité, tous ces individus doivent être inclus dans le débat ou dans le diagnostic que vous allez faire avant de vous dire que vous allez vous engager, bien sûr, dans les démarches de développement durable. Et le point que j'aime le plus, et ça mène à un débat, pour moi, c'est important de divulguer l'information sur la performance en développement durable. Il y a un débat aussi, parce qu'il y a certains chercheurs qui vont vous dire qu'il ne faut pas divulguer. Pour moi, c'est important de divulguer parce que c'est stratégique, c'est un objectif stratégique. Il faut que vous puissiez vous démarquer. Et aussi, quand je dis divulguer, il faut divulguer ce que vous voulez divulguer, ce qui est demandé et par qui. Donc, définissez d'abord l'objectif de la divulgation. Quand vous définissez l'objectif, vous pouvez savoir quelle plateforme utiliser, vers qui diriger. Et aussi, vous ne pouvez pas satisfaire tout le monde. Le paradoxe est là, les tensions sont là. Ça, c'est très, très important. Comme vous voulez vous démarquer par votre pratique exemplaire, vous avez intérêt à informer, par exemple, la clientèle que votre produit est bio, que votre produit est une production locale, est une production sans tout ce n'est pas OGM, tout ce que vous voulez, mais c'est important de commencer par divulguer parce que c'est stratégique. Divulguer, c'est stratégique. Divulguer aussi permet de répondre aux attentes du milieu. N'oubliez pas, je vous disais tantôt qu'on est dans un monde de parties prenantes. Et ce monde de parties prenantes, certaines parties prenantes, la société, par exemple, elle s'attend à ce que l'entreprise, qui est une création de la société, qui évolue dans la société, soit redevable à la société et qu'elle agisse en conformité avec les normes de la société. Normes sociétales, normes sociales ou normes culturelles.
Et on peut me demander aussi, divulguer, c'est bien. Quoi faire? L'information financière, c'est facile à divulguer parce que si on lit vos rapports, vos états financiers, on voit cette information financière. La question, c'est l'information en DDD. Elle est importante. Que les parties prenantes soient à l'interne comme à l'externe. Au Canada, ce n'est pas obligatoire. Mais pour moi, le conseil que je donnerais, c'est dire à l'entreprise, c'est intéressant de divulguer. Divulguer, vous êtes face à des multitudes de demandes. Il faut faire des choix face aux demandes du nombre important des parties prenantes. Il faut faire une divulgation ciblée. Vous ne pouvez pas répondre à toutes les demandes parce que la tâche va être coûteuse financièrement et en temps et en ressources. Mais sachez que divulguer peut et va être un avantage concurrentiel pour vous. Donc, si vous voyez tous les éléments que je mets en évidence, c'est des éléments qui vont nous amener à dire, voilà, ça peut me permettre d'augmenter ma performance financière. Ça, c'est important. Donc, divulguer, choisir ce qu'on veut divulguer, choisir à qui s'adresse l'information, choisir comment je vais divulguer. Donc, à qui s'adresse, vous choisissez automatiquement, ça implique automatiquement l'outil par lequel vous allez pouvoir divulguer l'information. Et le dernier point, opérationnaliser. Ça, c'est l'élément. Quel geste je peux poser pour avoir un impact? J'ai des contraintes. Mes contraintes sont financières, mes contraintes peuvent être de contraintes de ressources, surtout avec la pandémie où on parle de pénurie de main-d'œuvre. Si je n'ai pas tous ces éléments, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut demander de l'aide parce qu'il y a des organisations conseils qui sont là. Il faut poser de petits gestes. Et je vous disais tantôt que quand on prend la section ou le domaine économique de cette notion de démarche de développement durable, on va nous parler de production durable, de consommation durable, de prospérité, d'investissement socialement responsable, d'entreprise au service d'un idéal dans la société, d'organisation responsable, d'amélioration continue. Donc, vous voyez, c'est beaucoup d'informations et c'est beaucoup d'éléments. On va parler d'entrepreneuriat social, mais ces petits gestes, ça peut être production responsable. Je vais produire dans ma région, je vais avoir des sous-traitants dans ma région. Et en général, les entreprises vont me dire, ça coûte très, très cher les intrants qui sont ici. Donc, je vais essayer de délocaliser, aller chercher dans d'autres pays où ça coûte moins cher. Mais je vous dis, c'est des choix que vous devez faire. Si vous voulez faire du développement durable, c'est des choix. Donc, il faut en tenir compte aussi. Et des études l'ont démontré. Par exemple, si on prend l'exemple, les effets environnementaux sur la production, on a vu que les entreprises manufacturières qui ont adopté une démarche de développement durable ont pu bénéficier d'économies très, très importantes allant entre 50 000 à 75 000 $ par année et surtout, ont réussi à avoir un retour sur investissement en 12 à 16 mois en moyenne. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est une approche progressive, c'est une approche aussi souvent axée. La littérature, l'expérience, les modèles inspirants le démontrent. Ça va être une démarche qui va être axée aussi sur l'apprentissage. Donc, il faut voir s'il y a des entreprises modèles, vous pouvez vous en inspirer et vous pouvez vous dire, je vais aller un projet à la fois, de manière à maximiser ma performance financière et surtout de manière à obtenir un avantage concurrentiel dans mon domaine. Parce que si vous n'êtes pas concurrentiel, vous allez disparaître ou vous allez vous faire avaler par une entreprise qui a les reins solides, comme on le dit. Vous vivez dans ce marché, vous maîtrisez mieux cela que moi. Et si on dit opérationnaliser, quel outil on va utiliser? On dit souvent, charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc, et je commence par ma région, je suis au Saguenay-Lac-Saint-Jean, et ici, mon collègue Claude Villeneuve et ses autres collègues ont mis en place une grille. Cette grille d'analyse du développement durable, elle est très, très intéressante parce qu'elle est gratuite, elle est accessible sur le site du département en éco-conseil. Je peux vous donner le lien. Et elle nous montre, elle nous détaille tous les domaines. La grille est gratuite, accessible en format Excel, en format PDF, en format doc, et elle nous donne tous les domaines et elle nous détaille tous les actes que nous pouvons poser pour opérationnaliser le développement durable. Donc, elle a été conçue depuis les années 90. Elle a beaucoup
améliorer parce qu'elle a intégré maintenant la culture, mais elle vous permet de voir comment vous pouvez évaluer l'intégration d'un développement durable dans un projet. Et la grille convient à tout type d'entreprise, convient à tout type de projet, et on vous propose des thèmes spécifiques, des objectifs spécifiques, et c'est très, très intéressant parce que les sections sont distinctes, les sections sont faciles, et la chaire vous propose même de vous accompagner pour, en tant que client, pour vous permettre, en tant que gestionnaire, de mettre en œuvre cette grille. Donc, ça va des domaines jusqu'à la reddition des comptes. Et ça s'applique au niveau macro comme ça s'applique au niveau microéconomique. Et au niveau macro, l'Organisation internationale de la francophonie essaie de l'implanter dans tous les pays membres de la francophonie. Et dans la région, il y a des entreprises qui l'ont adopté, dans d'autres villes aussi, au Québec. Et on voit que la grille est facile d'utilisation. Moi, je préfère parce que cette grille nous permet aussi d'avoir un processus d'amélioration continue. On voit les éléments aujourd'hui, plus tard, et on essaie d'améliorer ces différents éléments. Donc, ça, c'est l'outil qui vous permet. Je ne dis pas que c'est le meilleur, mais quand j'ai fouillé, pour moi, c'est le plus simple à utiliser et c'est le plus intéressant parce qu'on nous divise les domaines, on nous guide dans des actions, on nous donne des objectifs à atteindre et on nous permet d'évaluer l'impact. Donc, intégrer le développement durable ou avoir une démarche de développement durable, est-ce vraiment bénéfique pour mon entreprise? Il y a des analyses qui ont été faites, il y a des études qui ont été faites. Et si on voit ici, selon Innovation et Développement économique Canada, vous voyez, on dit intégrer une démarche de développement durable, ça nous permet de maximiser notre productivité, d'avoir accès au financement. Parce qu'on voit aujourd'hui qu'il y a des financements qui sont conditionnels à une démarche de développement durable, d'avoir accès au financement aussi. Parce qu'on a remarqué que les entreprises qui diffusent l'information sur les responsabilités sociales ou sur les démarches de développement durable, on voit que ça attire des actionnaires, ça attire le financement parce qu'on se dit, OK, c'est une entreprise qui répond aux normes sociétales, donc on peut aller l'accompagner. Et les entreprises cotées en bourse ont vu une augmentation de leur valeur financière en bourse. Et cette augmentation implique automatiquement qu'on peut attirer de bons investisseurs et ça implique automatiquement une baisse du coût du capital. Ça, c'est important pour les entreprises. Réduction des coûts de fonctionnement et d'exploitation. Donc, tous ces éléments, et le développement économique l'a montré en disant, oui, si vous intégrez des notions, par exemple, si vous montrez que votre entreprise valorise la diversité, je prends un exemple parce que je suis issue de la diversité, vous allez voir que vous pouvez attirer les bons candidats, vous allez montrer que vous êtes une entreprise inclusive, vous pouvez fidéliser des clients dont ces valeurs tiennent compte et surtout, vous allez améliorer la gestion des risques. Ça, c'est important pour l'entreprise. Risque de recherche du capital et surtout, risque de non-acceptabilité sociale de votre entreprise dans la société ou dans la communauté. Et je termine par des faits stylisés ou des enquêtes qui ont été faites qui montrent que beaucoup d'entreprises ont intégré le développement durable. Beaucoup d'entreprises ont des pratiques éco-responsables. Donc, si on voit ces statistiques, c'est l'Institut de la statistique du Québec qui l'a réalisé et c'est des données récentes de 2021. Donc, si on regarde bien, on voit qu'il y a une proportion importante d'entreprises qui ont des pratiques éco-responsables. Ça, c'est des éléments très, très importants. Et si on regarde ce graphique, on voit qu'il y ait 1 à 4 employés ou jusqu'à 250 employés et plus, on voit que la proportion, elle est énorme au Québec. On peut continuer en montrant que on mentionne aussi que des entreprises qui se sont engagées formellement dans le développement durable selon leur taille, donc données de 2020 et résultats publiés en 2021, on voit encore les proportions sont importantes selon la taille des de l'entreprise ou de l'organisation. Et on voit il y a des entreprises qui sont en réflexion, non pas formellement engagées, et les raisons, c'est souvent, c'est du temps, on manque de ressources financières ou de ressources humaines pour pouvoir le faire. Donc, si on voit, c'est des données qui nous montrent que intégrer ou adopter une démarche de développement durable est bénéfique pour l'entreprise. Donc, on voit ici les bénéfices perçus en lien avec la démarche de développement durable
Et quand moi, je parle de ces bénéfices, je vois le lien direct avec la performance financière de l'entreprise. Différenciation des produits, donc on a un avantage concurrentiel, amélioration de la productivité, gestion des risques et des crises, réduction de la consommation. Donc, si on voit tous ces éléments, c'est ce que Innovation, Développement économique Canada avait mis en avant aussi. Donc, reflet d'une image plus positive de l'organisation, ce qui permet d'attirer encore des consommateurs. Et si on voit, on va directement aux données du baromètre de la consommation qui a été mise en avant, qui a été diffusé en 2020, on voit que le recyclage est toujours une action à mettre en place. La consommation locale est valorisée, elle a augmenté. En économie, on va dire, si vous voulez créer une entreprise, allez-y prospecter les marchés oubliés ou les marchés ignorés. Ces marchés ignorés, la pandémie nous a mis en avant de ces marchés ignorés. Par exemple, la consommation locale ou la production locale ou l'achat local, le consommer local, la valorisation de nos produits locaux. Donc, on a vu que les petites et moyennes entreprises pouvaient prospecter ces marchés oubliés, ignorés. La transformation locale. Je suis impressionnée souvent de voir que les produits locaux, l'été, on en a des tonnes et des tonnes, mais malheureusement, la transformation n'y est pas. Et donc, ça peut être un élément important. J'ouvre une parenthèse, quand on parle de transformation, j'ai eu une subvention du ministère de l'économie pour travailler sur une subvention de près de 200 000 pour travailler sur les cantines dans les écoles au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et l'idée qui m'est venue, c'est mettre en avant le fait que l'été, on a une production de légumes, une production de fruits excédentaires. Comment arriver à les transformer pour que pendant les périodes d'hiver, périodes de difficultés ou de non-accessibilité de ces produits, comment transformer ces produits pour pouvoir les consommer dans les écoles, dans les cantines, au lieu que ce soit des conserves qui sont offerts ou que ce soit des produits surgelés ou des produits qui sont importés ou des légumes qui sont importés. Donc ça, c'est la consommation locale. Consommons ce que nous produisons, ça peut être intéressant et la pandémie venait de nous montrer. Donc, croissance des achats locaux dans l'alimentation des populations. Donc, on passe de 60 à 61. On peut dire c'est peu, mais d'une année à l'autre, on voit que ça augmente. Et on va voir la pandémie aussi, l'étude qui a monté en 2020, on voit que plus de 67% des Québécois ont déclaré acheter fréquemment des produits locaux frais. Mais on peut se dire, c'est la pandémie. Il y en a plus de 73% ont l'intention de continuer à acheter des produits locaux et des produits fabriqués au Québec. Donc, ces marchés oubliés, c'est des marchés qui sont très, très importants à prospecter, ou ces marchés ignorés, c'est des marchés qui sont importants à prospecter. L'enquête nous posait aussi la question, pour vous, le changement de comportement de consommation doit venir de qui? Donc, si vous voyez, en premier, on dit ça va venir des individus, donc c'est la consommation, ça va venir des entreprises, des détaillants. Moi, je dis en général à mes étudiants, acheter, c'est voter. Donc, pour moi, on ne doit même pas départager pour dire ça vient de qui. Pour moi, tout le monde est dans le même bateau et on doit dire le consommateur est aussi responsable que l'entreprise, que les détaillants, que le gouvernement. Vous allez voir, en général, je mets le gouvernement en disant, oui, si vos règles ne fonctionnent pas, améliorez-les, accompagnez les entrepreneurs, informez-les, éduquez-les, entre guillemets, éduquez-les dans les démarches de développement durable. Donc, les lois, on doit les adapter. Donc, les collectivités, les groupes de pression, les groupes environnementaux, pour moi, le changement doit venir simultanément de ces individus. Au lieu de départager le consommateur à un rôle, oui, tout le monde a un rôle. À part égale, je n'ose pas m'avancer là-dessus, mais tout le monde a un rôle à jouer. Donc, si on voit bien des cas inspirants, je vous suggère un ouvrage qui vient de sortir en 2021, écrit par des professeurs de l'Université de Sherbrooke, les défis de la gestion responsable des cas inspirants. Donc, charité bien ordonnée commence par soi. J'aime bien ma région. Même si on a l'habitude de me demander, je viens d'où, mais je viens du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, je prends l'exemple de Nutrinor, qui est une fierté pour nous ici. Et Nutrinor fait partie des exemples inspirants comme Cascade.
Et Nutrinor, qu'est-ce qu'on dit dans le document? On dit tout simplement, c'est une entreprise, première caractéristique, entreprise ancrée dans son identité régionale. Donc, ancrée, ça nous donne un avantage concurrentiel. On montre aussi que, c'est vrai, c'est une coopérative. On reviendra là-dessus pour parler de l'économie sociale, pour que je critique aussi le comportement des coopératives, parce qu'elles sont dans un marché et si elles ne fonctionnent pas, si elles ne sont pas aussi compétitives que les autres, ça peut être très, très difficile. Mais c'est une coopérative, ça peut aider. Ça veut dire que dès le départ, les objectifs fixés ne sont pas premièrement des objectifs financiers. Mais même une coopérative, sans performance financière, elle ne peut rien faire. Donc, agriculture durable, c'est promu c'est mis en avant par Nutrinor. On parle aussi de la philosophie de gestion, c'est au cœur. Donc, un virage a été fait et on a montré que ce virage a permis d'aller chercher d'autres participants et ça a permis de pallier les effets négatifs des difficultés financières de Nutrinor. Et un élément important aussi, on a eu un leadership mobilisateur. Ça, c'est important. Si vous avez un leader inspirant, ça va venir engager plus toutes les parties prenantes. Un leader engagé, c'est des ressources humaines engagées. Et surtout, Nutrinor mettant en avant le fait qu'elle s'inspire des meilleures pratiques qui sont mises en place dans d'autres organisations. Ça, c'est des éléments sur lesquels, et aussi, on communique. Donc, ça, c'est des éléments. Donc, on a Cascade, on a Nutrinor, on a Prana, on a Desjardins. C'est des entreprises qui ont mis en œuvre des démarches de développement durable et on a vu que ça a été très, très bénéfique. Et bénéfique, je vous le dis, bénéfique pour la société. Mais pour moi, le premier élément de mon bénéfique, c'est la performance financière de l'entreprise et on verra performance globale, création de valeur partagée. Pour moi, la condition sine qua non, c'est la performance financière. Parce qu'on ne peut pas voler sans racines. Il faut faire les racines d'abord et après, on peut voler. Donc, je vous remercie en espérant que ça a été clair, intéressant pour tout le monde. Je suis là pour vos questions et je pense nombreuses. Merci Salmata. Je vais en profiter pour ponctuer ce que tu dis parce qu'évidemment, chez Evol, on accompagne des entrepreneurs et on a pu relever dans des groupes de co-développement justement des bonnes pratiques chez les entrepreneurs et qui rejoint exactement ce que tu nous as présenté. Merci pour ton partage d'expérience. Mais par exemple, quand on parlait des consommateurs, moi, ce qui vient me chercher, c'est que ça devient maintenant des consommateurs. Ils sont de plus en plus avertis, ils sont de plus en plus prêts même à payer plus cher pour avoir un produit ou une entreprise qui ait des valeurs éthiques. Donc, c'est vraiment ne pas négliger ce volet-là aussi de la clientèle. Évidemment, tu parlais des fournisseurs aussi, donc penser au circuit court, aux entreprises de sa région, faire travailler les familles qui sont aussi des acteurs locaux. Dans les livraisons aussi, nous, on a eu des cas, par exemple, de certains qui disaient moi, j'ai fait l'achat d'un vélo électrique pour les livraisons. On a pu aussi regrouper, mutualiser un livreur pour plusieurs entreprises de la même rue. Il y a des idées comme ça, c'est vraiment très, très intéressant. On parlait aussi de l'emballage. Il y a aussi beaucoup de choses à faire au niveau de l'emballage dans les entreprises. Donc, il y a des bulles d'amidon, on pense au recyclage, on peut aussi penser aux étiquettes, au lieu de faire des étiquettes, faire des étampes. On a plein d'idées comme ça. Je ponctue exprès parce que ça donne des idées aussi aux entrepreneurs qui sont là. C'est bien que tu fasses ça, Cathy, parce que j'ai voulu ne pas donner une liste d'épiceries en guillemets pour leur dire que les petits gestes et pour qu'en tant qu'entreprise, qu'on comprenne que ces petits gestes sont nombreux. Et Exactement. Même le fait de dire bonjour à ses collègues, ça joue sur le développement durable. J'y arrivais justement. Ça va aussi dans le recrutement, dans la façon de la gestion, dans la gouvernance, de pouvoir justement intégrer des gens issus de la diversité. Vraiment, ça touche tout ce panel-là, c'est ce que je voulais dire aussi. Et puis, il y a aussi, évidemment, au sein d'Evol, on accompagne et on finance ces entreprises-là, mais j'ai envie de dire aussi que dans le monde financier, les gens vont de plus en plus regarder aussi les intérêts et ce que font les entreprises au niveau du développement durable. Et tu l'as dit aussi au niveau du CAC 40, mais des petites entreprises vont avoir affaire à ça aussi. Et il y a aussi
des outils. On a aussi des outils au sein d'Evol pour vous accompagner, pour faire des plans d'affaires en réfléchissant aussi à ça. Il y a aussi des gens comme les fonds éco-leaders qui peuvent vous accompagner aussi dans les régions. Donc, je vous partage un peu en vrac comme ça pour ponctuer ce que tu as dit, parce que vraiment, avant de passer aux questions, parce que c'était très riche, mais on peut faire des choses, une chose à la fois. Et bien évidemment, sur les 17 objectifs, on ne pourra peut-être pas en faire 17, mais on peut être content d'être sur 2, puis de se dire comment je peux, un pas après l'autre, mettre en avant des actions. Donc, merci Salmata pour ce beau partage. Je vais voir les questions que nous avons pu avoir. Et ce qui est intéressant aussi, même si on joue sur un seul objectif, je vous parlais des cibles, il y en a jusqu'à 169. Même si on joue sur un seul objectif, on va voir que c'est des vases communicants. Exactement. Exactement, je suis bien d'accord avec toi. On avait une question à un moment de Rabiatou qui disait très pertinent cette intégration des dimensions du développement durable dans le monde de l'entrepreneuriat a fait d'ailleurs émerger le concept d'entrepreneuriat durable. Donc, non, c'était pas une question, excusez-moi, je me suis trompée. Non, voilà, c'était Marilyn Simard qui disait « Je me demandais si une présentation était prévue concernant le lien entre le développement durable et le commerce international. » Bonne question aussi à mettre en avant. Non, après, on avait le lien sur le livre. Conseil. Oui, et le livre aussi, qu'on donnera aussi pour l'ouvrage. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui auraient des questions à partager qui n'ont pas été notées? On a encore un temps, n'hésitez pas à ouvrir vos micros. On a Rabiatou qui a une question. Oui. Oui, bonjour tout le monde. Moi, c'est Rabiatou Amissou. Je suis doctorante en administration des affaires et je travaille justement sur ce thème qui fait le lien entre l'entrepreneuriat et le développement durable. Et je tiens à remercier Salmata pour la très belle présentation. On a eu des éléments très, très pertinents. Ma question, c'est justement, j'ai toujours un intérêt pour les PME. Et ce qu'on dit, généralement, elles ont cette contrainte financière. Et là, vous venez de dire que la base, il faut une stabilité, il faut une performance financière pour pouvoir aller intégrer les ODD. Mais est-ce que lorsqu'on leur dit cela, une PME, une micro, est-ce que ça ne va pas encore venir la freiner par rapport à son engagement pour les ODD? Puisque s'il faut forcément une bonne assise financière, elle va se dire, bon, moi déjà j'ai une contrainte financière, ça va être difficile de faire du développement durable. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pertinent ce que vous soulignez, mais il faut qu'au départ, qu'elle ne vise pas gros, cette très, très petite ou cette micro-entreprise. Si elle vise gros, c'est sûr qu'elle ne va pas s'en sortir, à moins qu'elle n'ait des subventions pour l'accompagner. Ce qui est bien aussi, il y a des programmes de financement pour accompagner l'entreprise. Mais le fait de dire, même si je suis je suis seule de l'entreprise, c'est quelle action je peux poser? Est-ce qu'au lieu d'aller acheter très, très loin les intrants, est-ce juste l'acheter au niveau local, c'est déjà du développement durable? Ça ne va pas avoir un impact négatif sur ma santé financière. Je fais selon mes moyens et selon les ressources que j'ai à ma disposition. Ça, c'est un élément important que vous devez dire à la micro-entreprise. Selon mes moyens, selon les ressources à ma disposition, qu'est-ce que je peux poser comme petit geste? Ça, c'est important, mais il ne faut pas voir gros. Exact. Merci. Au sein d'Evol aussi, on a des équipes aussi pour pouvoir vous accompagner. N'hésitez pas à consulter notre site internet parce qu'on peut vraiment aussi pour vous soutenir dans cet accompagnement. On a aussi des partenaires qui sont avec nous pour pouvoir vous aider, vous soutenir aussi. Et c'est important, Rabiatou. Maintenant, beaucoup, les organismes subventionnaires ou les institutions de financement demandent qu'on intègre des notions de développement durable. Donc, le fait même de dire les employés, soit on est inclusif ou on a un environnement agréable pour les employés, c'est un petit geste d'abord de développement durable et on verra. C'est pour cela quand Cathy donnait la liste, il y en a tellement, il y a tellement d'actions qu'on peut poser. Et je dis souvent aux entreprises, ne culpabilisez pas. Faites ce que vous pouvez selon vos moyens, vos ressources. Et juste une question, si vous permettez, Cathy? Oui, bien sûr. Pour rebondir un peu, est-ce que, par exemple, lorsque une petite entreprise ou quelqu'un qui travaille pratiquement seul, décide, par exemple, d'aller dire, moi, je vais
puiser au niveau, par exemple, des étudiants, des jeunes sortants, des finissants, pour leur donner une première chance d'expérience d'emploi. Parce que qu'est-ce qui se passe à chaque fois quand et notamment dans certaines parties du monde, ça pose problème le premier emploi. Lorsqu'ils vont déposer des CV, c'est toujours difficile d'avoir la première expérience. Et est-ce que lorsque nous, entrepreneurs, on décide de dire, dans mon équipe, je démarre avec des jeunes finissants, ils ont leur diplôme, je leur donne la première expérience. Quelque part, je sais que c'est de la RSE. Ça rentre également dans le... Oui, ça rentre, mais c'est ça le débat. Rabiatou, on reviendra peut-être un jour pour parler de RSE. L'avant-dernière conférence parlait de RSE. C'est ça l'ambiguïté. La RSE est incluse dans les démarches de développement durable. Donc, vous allez diffuser cette information et vous allez loin en disant dans d'autres parties du monde. Vous prenez par exemple l'Afrique. Moi, je n'irai même pas dans d'autres parties du monde. Je dirais même au Québec, au Canada, ici, quand on est issu de la diversité, souvent c'est très, très difficile. Si on va sur le CV Salmata Ouedraogo, souvent c'est difficile qu'on ait notre premier emploi. Ça, c'est la réalité. Donc, n'allez pas loin. Même à côté de nous, souvent, on vit cette réalité. Donc, l'entreprise CGI ici, une multinationale, entreprise régionale dans laquelle vous avez la diversité aussi importante, ça reflète la vie au Saguenay. Et cette entreprise, on parle bien d'elle. Et on donne l'expérience. C'est du développement durable, c'est de la RSE. Parfait. OK. Merci en tout cas, Rabiatou. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas à vous démuter s'il y a besoin. Sinon, on a des gentils commentaires qui nous remercient, qui disent que c'est très inspirant, très intéressant. Merci de partager votre vision très intéressante. Je vais garder quelques citations très parlantes en tête. La performance financière est une condition sine qua non. On ne peut pas avoir d'elle avant d'avoir des racines. Hein. Ça marque cette phrase. Oui, ça. C'est ça, il faut des petites gouttes. Et puis, j'ai envie de vous dire aussi, c'est une vision et puis un travail aussi avec votre équipe. Parce que votre équipe peut être vraiment une source aussi d'inspiration, puis être moteur et puis les impliquer dans ce genre de décisions. C'est aussi très important qu'on soit une petite entreprise ou une moyenne. C'est vraiment important de penser aussi à ça parce que c'est collectif, c'est d'avoir une pensée collective dans cette direction-là et être dans cette démarche ensemble. Donc, que ce soit pour nous, mais pour les autres aussi. Donc, c'est aussi bien d'y penser à ça. Ça, c'est un bon point parce que le sentiment d'appartenance vient de là. Si mon gestionnaire, le leader inspirant, c'est ça, le leadership inspirant et motivateur. Si mon gestionnaire ne m'intègre pas, c'est sûr que ma motivation ne va pas être aussi élevée. Et la reconnaissance, elle est importante pour compléter ce que Cathy dit. La reconnaissance du peu de gestes que nos employés posent, c'est important. Et puis, je reviens sur ce que tu as souligné aussi, Salmata, où tu parlais de communiquer. Et moi, pour moi, ça me semble primordial. Il faut communiquer les actions. Je ne sais pas si c'est à mon niveau ou à au niveau. J'ai perdu Cathy. Ah, pardon. Je disais, c'était l'importance de communiquer ces actions sur le développement durable. C'est primordial que ce soit sur le site Internet, sur ses produits. C'est évidemment un geste fort parce que ça part de là, de faire connaître et de faire savoir ce qu'on met en place. Oui, ça vous différencie. Et puis, oui, surtout, ça vous met dans un mouvement global qui peut aussi inspirer d'autres. Donc, il y a vraiment plusieurs niveaux de communiquer cette information pour vous, pour les autres, pour la clientèle, mais aussi pour être dans une démarche et dans un élan commun. Oui, ça c'est un bon point. Souvent, on a peur parce qu'aujourd'hui, on critique beaucoup les entreprises. Mais oui, pour le greenwashing, dire oui, il y en a qui, pardon pour l'anglicisme, mais… oui, mais choisissez vos cibles. C'est qui? L'information est pour qui? Le rapport de développement durable que je fais, il s'adresse à qui? On va toujours nous critiquer et on ne pourra satisfaire tout le monde. Ça, c'est important. Il faut faire des choix. Et en économie, on dit tout choix à un coup. Exactement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas, ne soyez pas timide. Mais en attendant qu'il y ait des questions, moi, je tiens beaucoup à remercier Evol pour cette opportunité. Pour moi, c'est une belle opportunité parce qu'en tant que professeur, souvent, on n'a pas l'occasion de vulgariser. Et je vous le dis clairement, ça a été difficile pour moi de préparer la réflexion parce que vulgariser, souvent, c'est complexe. Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Mais cette occasion ou cette opportunité, je l'ai adorée. Et je le répète, on pourra revenir sur développement durable et commerce international avec plaisir. Merci beaucoup, Salmata. Puis j'en profite aussi pour remercier notre partenaire Cascade pour la présentation de ce dîner-conférence. Et je pense aussi qu'on aura accès à ta présentation, Salmata. On la fera passer, bien évidemment, si vous avez besoin.
S'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie à tous d'être présents, pour votre présence. Et puis, je vous invite à consulter notre site Internet et nos pages Facebook Evol pour aller voir aussi nos prochaines programmations de dîner-conférences ou de formations sur les thématiques ou d'autres sujets d'ailleurs. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on va s'arrêter là. Nous sommes dans les temps, 12h50 même, je dirais. Donc, je vous souhaite une excellente semaine à tous. Et puis, je vous dis à très bientôt. Merci encore, Salmata. Et puis, je vous dis à très bientôt. Merci tout le monde d'être là. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.